Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel où on fait donc la correction du test de révision sur la réfraction. Donc, sans plus tarder, allons-y avec la première question. J'ai mis ici, là, parmi les plusieurs possibilités que vous pouvez avoir pour la première question, donc deux possibilités où il fallait tracer donc la position apparente soit du poisson, soit du colibri, donc selon le qui regarde qui. Et évidemment, donc, dans tous les cas, ici, c'est pas un numéro avec une démarche mathématique, c'est un numéro simplement avec une démarche approximative, donc une démarche basée sur des principes physiques, mais sans nécessairement, donc, y aller de calculs très précis. Donc, allons-y dès le départ avec c'est la partie de gauche, si vous voulez, de mon schéma. Donc, une des possibilités était la suivante. On détermine la position apparente du poisson. Donc, c'est le poisson qui est regardé, donc tel que perçu par le colibri. Donc, c'est le colibri qui regarde le poisson. La première des choses qu'on veut faire, bien sûr, c'est d'établir un rayon qui va relier les deux éléments. Donc, du colibri au poisson, on se rappelle que le colibri est dans l'air, donc indice de réfraction de 1, et le poisson est dans l'eau, donc indice de réfraction de 1,33. Et donc, ce qu'on peut faire ici, si on veut relier du colibri au poisson, on sait qu'on doit tracer un rayon qui, à l'entrée, donc dans l'eau, va se rapprocher de la normale. Donc, c'est ce que je vais faire ici approximativement. Donc, je vais mettre ici, là, par exemple, un rayon qui partirait de l'œil du colibri environ jusqu'ici. Ensuite, donc, va arriver donc sur la surface de l'eau, va frapper la normale. Je trace la normale ici en pointillé. Voilà. Et donc, arriver dans l'eau va se rapprocher donc de la normale ici. Voilà. Et je relie directement au poisson. Donc, j'ai un premier rayon qui est établi, qui est tracé, donc le rayon qui relie les deux éléments, qui respecte donc le principe de réfraction d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent. Il me reste maintenant à tracer la position apparente. Pour tracer la position apparente, on a deux axes à tracer. Donc, le premier, c'est un axe que j'appelle l'axe de champ de vision de l'observateur. Donc, c'est-à-dire qu'on va tout simplement là, prolonger l'axe ici qui relie à l'œil du colibri, comme ça. Voilà, donc on va le prolonger ici dans l'eau. Je vais le mettre en rouge ici, pointillé. Et un deuxième axe, donc, à partir de l'objet, c'est-à-dire le poisson, perpendiculaire à la surface, donc ici. Et au point de croisement des deux axes, ben, vous avez l'image de l'objet. Donc, moi, j'ai visé environ l'œil du poisson. Donc, l'œil du poisson serait à peu près ici. Donc, je vais indiquer ici image ou la position apparente, si vous voulez. Et là, je peux tracer approximativement un poisson, voilà, qui représente l'image. Donc, dans le cas ici à gauche, le poisson apparaîtrait donc plus près de la surface perçue donc par le colibri. Donc, même principe ici pour la deuxième possibilité, sauf que cette fois-ci, si on regarde bien, donc c'est la position apparente du colibri telle que perçue par le poisson. Donc, c'est le poisson qui regarde le colibri. Donc, c'est parti. Première des choses, encore une fois, je sais que les indices de réfraction ici, donc on est dans l'eau. Donc, c'est-à-dire que j'ai un indice de réfraction de 1,33 et je vais dans l'air, donc indice de réfraction de 1. Donc, lorsqu'on passe de l'eau à l'air, le rayon va se rapprocher de la normale. Donc, je vais tenter ici de le faire très approximativement. Donc, c'est parti. Pardon, j'ai dit se rapprocher. Il va s'éloigner de la normale. Donc, voilà. Ici, je vais tracer ma normale en pointillé, bien sûr. Et ensuite, je vais tracer un rayon qui s'éloigne de celle-ci. Le rayon réfracté, voilà. Et il va se rendre directement donc au colibri. Je vais viser environ l'œil du colibri. Même principe pour la position apparente. Donc, on va tracer un rayon qui est le prolongement de l'axe de champ de vision de l'observateur, qui est dans ce cas-ci le poisson. Donc, le voici, le poisson. Je prolonge l'axe de champ de vision. Et je trace ensuite un axe, donc à partir du colibri perpendiculaire à la surface. Évidemment, ici, si je trace vers la surface, vers le bas, bon, je ne me dirige pas vers l'autre axe que j'ai tracé, donc je vais le prolonger vers le haut. Et donc, je vois ici apparaître la position apparente, si vous voulez, de l'œil du colibri. Donc, l'image se situe ici. Et donc, si je traçais très approximativement le colibri ici, donc avec ses ailes,
Voilà, et là, son bec. Bon, voilà, c'est très approximatif tout ça. Donc, nécessairement, le poisson verrait le colibri plus haut qu'il ne l'est véritablement dans le ciel. Donc ici, peu importe la configuration du problème, c'est toujours les mêmes principes à respecter. D'abord, tracer un rayon qui respecte les principes de réfraction, donc soit qui s'éloigne ou qui se rapproche de la normale, et ensuite tracer les deux axes pour faire apparaître la position apparente de l'objet regardé. Donc, voilà pour la question 1. Passons maintenant à la question 2. Question 2, donc c'est une question classique, donc où il faut tracer donc une trajectoire d'un rayon qui traverse ici un prisme lumineux, donc jusqu'à la sortie du prisme, et avec tous les calculs à l'appui. Donc, première des choses ici qu'on va faire, bien évidemment, c'est de calculer, dans le fond, l'angle de réfraction du rayon, donc qui arrive avec un angle d'incidence de 50 degrés par rapport à la normale. Donc, j'ai la normale ici, et je sais que le rayon va se rapprocher donc de la normale à l'intérieur et va se diriger là, vers une des surfaces du prisme à l'intérieur. Donc, pour faire ça, bien, on va calculer donc avec la loi de Snell-Descartes. Donc, c'est parti, je vais écrire la loi ici. Donc, N1 sin θ1 est égal à N2 sin θ2. Et donc, le rayon se trouve dans l'air, donc avec un indice de réfraction de 1 fois sinus de 50 degrés est égal à l'indice de réfraction du prisme, 1,56, fois sinus θ2. Et donc, si on veut calculer là, θ2, je vous épargne peut-être les détails mathématiques ici. On va diviser de chaque côté par 1,56. Ensuite, on va faire sin moins 1 de la réponse. Je vais écrire ici tout de suite le calcul final qu'on devra faire pour trouver ici l'angle de réfraction. Donc, 1 fois sin de 50 divisé par 1,56. Et donc, si vous faites ce calcul-là, vous devriez obtenir approximativement donc une réponse, je vous confirme ça ici, de 29,49, donc 40 et 9,8 qui suit, donc on va arrondir ici à 29,41. Très important, je le répète souvent, les réponses doivent être arrondies seulement à la fin des calculs. On ne peut pas arrondir en cours de route. Donc, on a bien trouvé un angle qui est plus petit que 50. On s'attendait à quelque chose comme ça. Vous voyez ici, je vais tenter d'être approximativement précis, mais évidemment, ce ne serait pas nécessaire de l'être à l'examen. Donc, juste montrer que le rayon se rapproche de la normale grossièrement. Et donc, l'angle que l'on vient de trouver ici, c'est l'angle qui est celui-là. Donc, on a dit 29,41 degrés. Voilà. Ensuite, prochaine étape. Donc, ça va être de calculer la prochaine réaction, si vous voulez, le comportement du rayon lumineux sur la prochaine surface, qui est la base du prisme ici. Donc, évidemment, si on veut faire ça, ben, ça nous prend la normale. Donc, je vais la tracer ici au point d'impact du rayon sur la base, comme ceci. Donc, c'est parti. Et donc, on veut savoir ici qu'est-ce qui va se passer avec le rayon. Donc, le rayon devrait sortir ici avec un angle de réfraction quelconque. Donc, comment d'abord trouver la valeur de l'angle d'incidence? L'angle d'incidence, c'est celui-ci. Donc, c'est l'angle que je cherche pour être capable là, de faire un calcul là, avec la loi de Snell-Descartes, par exemple. Donc, bon, mille et une façons de trouver cet angle-là. Je vous en donne une. L'angle qui est juste ici, eh bien, c'est un angle alterne-interne avec celui-là. Donc, la base et la normale là, sur la surface de gauche du prisme sont parallèles. Le rayon constitue une séquente. Donc, celui-ci, c'est donc 29,41. Et je peux écrire ici la justification. Là, donc, les angles sont alternes, internes. Donc, simplement pour identifier le fait que j'ai compris qu'est-ce qui se passait ici au niveau de mes angles. Et ensuite, donc, pour trouver l'angle d'incidence que je cherche, ben, c'est un complément à faire. Là, donc, je vais l'indiquer, si vous le voulez bien, ici, le calcul. Là, donc, il faudra faire le 90 moins la réponse que j'ai obtenue, 29,41. Donc, ce qui nous donne ici, attendez un instant, donc ça donnera une valeur de 60,59. Je vais juste le recalculer ici pour être certain. Divisé par 1,59.
56, voilà. Donc, et ça donne bel et bien donc 60,59 l'angle qui est ici. Et le calcul que j'ai fait pour trouver cet angle-là, c'était évidemment 90 moins 29,41 degrés. Donc voilà. Ensuite, donc là, on a l'angle d'incidence. Là, on peut faire les calculs nécessaires pour trouver ce qui se passe là, pour la suite des choses. Je m'apprête ici à faire une étape peut-être superflue, mais je vais la faire pareil parce que je la trouve importante pour être capable de bien valider là, toutes les étapes et toutes les possibilités qu'on peut avoir là, dans un problème. Donc, permettez-moi de faire cette étape de calcul ici. Je vais mettre simplement ma règle pour faire une ligne, délimiter les étapes de calcul. Donc, je vais refaire ici la loi de Snell-Descartes pour cette deuxième réfraction, donc avec N1 sin θ1 est égal à N2 sin θ2. Et donc, je suis dans le prisme, donc le rayon se trouve dans le prisme avec un indice de réfraction de 1,56, donc ça constitue le N1, fois sinus de l'angle d'incidence de 60,59 degrés, voilà, est égal à N2, le rayon va ressortir dans l'air, donc 1 fois sinus θ2. Voilà. Et je vais faire donc exactement la même démarche là, pour trouver la valeur de θ2, de la même façon que je l'ai fait au premier calcul. Donc, je vais vous faire grâce des détails algébriques ici. Donc, il faudra faire sin moins 1 de 1,56 fois sinus de 60,59 degrés. Tout ça divisé par 1, ou, ou divisé par rien, ça fait pareil. Et donc, si vous calculez ça, eh bien, faites le calcul là, pour tenter votre chance, voir si vous obtenez quelque chose. Mais votre calculatrice va vous dire qu'il y a ici donc une erreur. Et l'erreur n'est pas que vous avez fait une erreur de calcul ou encore que votre calculatrice est en mode radian alors qu'elle devrait être en mode degré. Mais c'est plutôt parce qu'il se passe quelque chose ici au plan physique, au-delà de l'aspect mathématique, c'est que la loi de Snell-Descartes calcule ce qui se passe en termes de réfraction. Et est-ce que nous avons une réfraction ici? La réponse, bien sûr, non. Ce n'est pas une réfraction qui se passe ici. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, pour valider, et là, ça, c'est important, parce que certains seraient tentés de dire, ah, voilà, donc, il y a erreur avec Snell-Descartes, dès lors, c'est un autre phénomène que l'on connaît, c'est celui de la réflexion totale interne. Mais avant de faire ça, on doit valider. On doit valider que c'est bel et bien une réflexion totale interne qui aura lieu. Et ça, la seule façon qu'on peut le faire, c'est vraiment avec l'angle critique. Donc, calculons cet angle critique ici. Je vais faire une autre étape de calcul et on pourra bel et bien valider que l'angle d'incidence de 60,59 degrés est supérieur à l'angle critique. Et de cette façon-là, on sera rassuré, on pourra poursuivre la trajectoire de notre rayon. Donc, je vous rappelle, l'angle critique se calcule avec la formule suivante, sinus moins 1 de N2 sur N1. Et dans ce cas-ci, N2, c'est le milieu extérieur, N1, milieu intérieur. Donc, sinus moins 1, milieu extérieur, c'est l'air. Milieu intérieur, 1,56. Et donc, si vous faites le calcul ici, vous devriez obtenir un angle critique. Je vous calcule ça ici à l'instant. Donc, de 39,868. Donc, on va dire ici 39,87 degrés. Dès lors, qu'est-ce qu'on constate ici? Ben, on constate que l'angle d'incidence de 60,59 est supérieur à 39,87. Dès lors, il y aura réflexion totale interne. Donc, je vais l'écrire ici. θi est supérieur à θc. Donc, RTI, réflexion totale interne. Donc, ce n'est pas une réfraction, l'angle d'incidence est trop grand, il a dépassé la limite. Dès lors, on est en mode réflexion. Et la réflexion, je vous le rappelle, c'est comme si on avait un miroir. Donc, la réflexion doit être de, bel et bien, 60,59 degrés. Donc, je vais y aller ici à peu près. Nul besoin d'être à l'échelle ici, on y va là, grossièrement. Donc, avec un angle de 60,59 degrés ici.
Ensuite, donc, on arrive, là, le rayon va aller frapper là, la dernière surface du prisme. Et donc, pour ce faire, ben, on doit répéter les mêmes procédures qu'à l'habitude. Donc, c'est parti. Je vais tracer donc la normale en lien avec la surface qui est ici, environ comme cela. Donc, encore une fois, pas besoin d'être à l'échelle. L'important, c'est simplement de représenter grossièrement ce qui se passe. Donc, voici. La normale, on se rappelle, elle est toujours perpendiculaire à la surface. Et l'angle que je cherche, ce serait celui-là. Donc, l'angle d'incidence par rapport à la normale. Bon, si je veux arriver à trouver cet angle-là, ce que je peux faire, première des choses, je sais que l'angle qui est ici, j'ai déjà fait le calcul, c'est le complément là, de 60,59. Donc, on sait que sa valeur, c'est environ 29,41 degrés. Et pour trouver l'angle d'incidence que je recherche, donc je vois que je suis en train de travailler dans un triangle là, ici, avec un angle de 29,41, avec un angle de 37. Et j'ai comme un angle obtus formé de l'angle droit et de l'angle d'incidence là, avec lesquels je peux travailler. Donc, ce que je vais faire la somme des angles intérieurs d'un triangle. Et donc, je vais faire donc 180 degrés, moins donc 29,41, moins 37 degrés, moins 90 degrés. Et ça devrait nous donner la valeur de l'angle d'incidence ici. Donc, cette valeur-là, là, je vous le donne dans le mille, devrait être aux alentours de 23,39. Donc, je vais juste valider cette chose-là pour vous, si vous le permettez. Donc, c'est parti. Oups, attendez un instant, je fais mon calcul ici pour vous, simplement pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur là, dans ma démarche. Voilà. Et je valide ça à l'instant. Donc, bel et bien 23,59 degrés ici. Et donc, c'est l'angle d'incidence. Bien sûr, on peut déjà prédire que le rayon va ressortir et va s'éloigner de la normale. Pourquoi? Parce que l'angle d'incidence ici de 23,59 est inférieur à l'angle critique de 39. Donc, je peux tout de suite déjà dire que le rayon va ressortir ici en s'éloignant de la normale, comme ça. Il ne reste plus qu'une chose, c'est de trouver l'angle avec lequel il ressortira. Donc, cet angle ici. Et pour ça, ben, bien évidemment, on va calculer donc tout ça là, avec la loi de Snell-Descartes. Permettez-moi de faire un ultime calcul ici. Donc, je vais l'indiquer, donc la loi de Snell-Descartes, N1 sin θ1 est égal à N2 sin θ2. Et donc, nous sommes toujours dans le prisme, donc avec un indice de réfraction de 1,56 fois sinus de l'angle θ1, donc celui que je viens tout juste de trouver, 23,59. N2, c'est le milieu extérieur, c'est 1, donc fois sin θ2. Et donc, pour trouver la valeur de l'angle, c'est le même principe que d'habitude, donc je vais faire sin moins 1 de 1,56 fois sinus de 23,59, pardon. 23,59 degrés, divisé par 1. Et voilà, donc on peut calculer la réponse finale ici. Et donc, si vous faites ce calcul, vous devriez obtenir ici une réponse de 38,63 degrés. Et on observe en même temps que c'est un angle qui est supérieur à l'angle d'incidence, ce qui est tout à fait normal. C'est ce à quoi on s'entendait, étant donné qu'on passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Le rayon s'éloigne de la normale. Donc, ce que je vais faire ici, simplement pour finaliser ma démarche, je vais simplement ajouter un code de couleur. Donc, première étape, on avait calculé l'angle d'incidence, 29,41, celui-ci. Ensuite, on avait fait un calcul en lien avec donc le fait qu'il y avait là, réfraction. Je vais associer dans le fond le calcul ici, on obtenait erreur avec le fait qu'on avait un angle de 60,59 ici. Et ensuite, on a validé donc que l'angle d'incidence était supérieur à l'angle critique. Donc, c'est pourquoi il y avait là, réflexion totale interne. Donc, le rayon réfléchissait sur la surface ici.
Et pour conclure, donc, je vais mettre ici du jaune. Donc, on a calculé là, lors de la dernière réfraction, donc un angle de sortie ici de 38,63. Donc, à partir de la loi de Snell-Descartes, on avait trouvé l'angle d'incidence préalablement et on avait déjà pu confirmer que l'angle d'incidence était inférieur à l'angle critique. 23, c'est plus petit que 39. Dès lors, on savait que le rayon ressortirait, subirait une réfraction. Et voilà. Donc, ça fait le topo pour cette question. Question classique, évidemment, genre de question qu'il pourrait y avoir dans un examen sur la réfraction. Voilà. Passons maintenant à la question 3, autre classique s'il en est un. Donc, problème de position apparente. Donc, on vous demande ici deux questions. Quelle est la profondeur de l'étang ainsi que la profondeur apparente de l'arrêt telle que perçue par la femme? Avant peut-être de faire des calculs, ce serait bien justement d'illustrer la profondeur apparente de l'arrêt. J'ai déjà un rayon ici qui relie l'observatrice, la femme, au poisson, donc l'arrêt ici. Et je vais tout simplement utiliser les mêmes principes qu'habituellement pour tracer donc la position apparente. Donc, on se rappelle que d'abord, on doit utiliser l'axe de champ de vision de l'observateur. Je vais prolonger ici le rayon en pointillé, voilà. Et ensuite, je dois tracer donc un axe qui est perpendiculaire à la surface à partir de l'objet, donc c'est-à-dire à partir de l'arrêt qui est ici. Je vais tracer un axe perpendiculaire ici comme ça. Et donc, je trouve ici la position apparente directement ici. Donc, l'arrêt ressemblerait à quelque chose comme ça. Voilà. Ici. Donc, l'image, encore une fois, soyez indulgents pour la piètre qualité de mes dessins, mais l'image, donc, serait à peu près là, comme ça. Donc, ce qu'on cherche en lien avec ça, on cherche d'une part la profondeur de l'étang, c'est-à-dire tout ça ici. Voilà. Et ensuite, on cherche également donc la profondeur apparente de l'arrêt, c'est-à-dire tout ça ici. Voilà. Super! Donc, dans cette question-là, peut-être pouvons-nous commencer par trouver certaines informations. Les premières informations qu'on peut trouver, c'est peut-être des angles. Notamment si je regarde le triangle rectangle formé donc par la hauteur de l'observatrice ainsi que la distance entre l'observatrice et là où le rayon entre dans l'eau. Donc, dans ce triangle-là, j'ai deux côtés. Donc, j'ai un côté d'1,9 et un 1,33. Donc, je peux trouver assez facilement, par exemple, l'angle qui est ici. Donc, pour trouver cet angle-là, je vais faire un calcul. Donc, je connais par rapport à cet angle-là dans un triangle rectangle le côté opposé et le côté adjacent. Donc, je vais utiliser ici tangente. Donc, tangente, je vais appeler cet angle-là θ ici. Donc, tangente de θ. Pardonnez-moi, je recommence mon θ. C'est pas très beau ça. Super. θ est égal au côté opposé. Le côté opposé à l'angle θ, c'est 1,9 divisé sur le côté adjacent, 1,33. Et donc, si je cherche la valeur de θ, donc je dois faire ici un calcul là, avec tan moins 1. Donc, θ, pardon, oui, voilà, θ est égal à tan moins 1 de 1,9 sur 1,33. Et ce faisant, donc, on obtient ici, je vous calcule ça à l'instant, 1,9 divisé par 1,33. Donc, ça donne là, un résultat là, environ là, de 55, là, disons ici là, 55,01. Donc, θ égale à 55,01 degrés. Voilà. Donc, ça, c'est l'angle qui est ici. Tiens, je vais remplacer θ par la valeur que je viens tout juste de trouver, donc 55,01 degrés. Évidemment, ça, c'est pas l'angle d'incidence. Attention. Donc, l'angle d'incidence, c'est toujours par rapport à la normale. Donc, si je veux trouver l'angle d'incidence du rayon dans l'eau, je dois faire 90 moins 55,01. Et là, à ce moment-là, on obtient donc l'angle d'incidence de 34,99. Voilà. Donc, parfait. Une fois ce calcul exécuté, on peut maintenant calculer l'angle d'incidence du rayon dans l'eau. Et donc, je vais faire ça ici.
et si, pardon, l'angle d'incidence, l'angle de réfraction du rayon dans l'eau. Donc, l'angle ici, là, par rapport à la normale avec lequel le rayon réfracte dans l'eau. Donc, pour trouver cet angle-là, ben, il faut utiliser une fois de plus la loi de Snell-Descartes. C'est parti. N1 sin θ1 est égal à N2 sin θ2. Et donc, le rayon se trouve ici dans l'air et s'en va dans l'eau. Donc, l'indice de réfraction incident, c'est 1. Angle d'incidence, 34,99 degrés. Indice de réfraction dans l'eau, donc évidemment 1,33 fois sin θ2. Donc, nous avons fait ce calcul-là à plusieurs reprises pour trouver θ2. J'écris la formule ici là, sans les détails algébriques. Donc, sin moins 1, la partie de gauche ici, donc 1 fois sinus 34,99, diviser tout ça par 1,33, l'indice de réfraction de l'eau. Et si on fait le calcul ici, on devrait obtenir une réponse. Je vous calcule ça à l'instant. Donc, la réponse qu'on devrait obtenir, donc 25,54 degrés environ, si on arrondit au centième. Donc, je vais grossir un petit peu pour aller indiquer cette valeur-là ici. C'est un peu, ben, attendez un instant. Je vais pas trop le grossir parce que on va perdre là, le fil de l'histoire. Donc, je vais mettre simplement une flèche ici pour indiquer que cet angle-là, il est de 25,54 degrés. Voilà. Super! Donc, on a trouvé certains angles. Ça peut nous servir pour la suite. Maintenant, comment faire pour arriver à trouver la profondeur et la profondeur apparente? Donc, première des choses que je peux faire ici, c'est former des triangles rectangles pour m'aider à travailler, là, à trouver ces valeurs-là. Premier triangle que je peux former, c'est en prolongeant ici la normale jusqu'au bas complètement là, de l'étang. Voilà. Et donc, je viens tout juste ici de former un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle-là, je connais la base, parce que je peux trouver cette base ici du triangle en soustrayant donc 2,46, la distance entre le bord de l'étang et l'arrêt, ainsi qu'1,33, donc la distance là, entre l'observatrice et là où le rayon entre dans l'eau. Donc 2,46 moins donc 1,33, ça vous donne 1,13 ici, la base. 1,13, voilà. Et donc, dans ce triangle rectangle, je connais la base en quelque sorte, je connais le côté donc opposé à l'angle de 25, et je cherche donc le côté adjacent à l'angle de 25 degrés. Et donc, je vais encore une fois utiliser tangente. Donc, souvent dans ces problèmes-là, là, c'est souvent la tangente qu'on va utiliser comme rapport trigonométrique. Il y aurait toujours lieu d'utiliser sin, cos, la loi des sinus si on trouvait l'hypoténuse, mais ça nous engage à faire davantage de calculs. Le calcul le plus court, c'est d'utiliser tangente ici. Donc, pour trouver donc, la profondeur apparente, je vais l'appeler P, cette profondeur apparente ici, si vous le voulez bien. Pardon, pas la profondeur apparente, la profondeur réelle ici. Donc, c'est parti. Donc, on va faire tangente de 25,54 ici, est égal. Donc, le côté opposé, c'est bel et bien 1,13 divisé par le côté adjacent, qui est ce que je cherche, P. Et donc, si je veux trouver P, je dois faire un produit croisé. Là, je vous fais grâce des détails ici. Donc, 1,13 fois 1 divisé par tangente de 25,54. Donc, ça fait 1,13 divisé par tangente de 25,54 degrés. Et donc, si on calcule ça, on devrait obtenir la profondeur réelle de l'arrêt. Voilà. Donc, je vous calcule ça ici à l'instant. Et ça nous donne donc une profondeur réelle de 2,36 environ. Donc, 2,36 mètres, bien sûr. Super! Donc, une première question qui est ici répondue. Allons-y avec la deuxième, celle au sujet de la profondeur apparente. Donc, je vais faire une ligne encore pour séparer les sections de mes calculs. Donc, voici.
Et donc, pour calculer cette profondeur apparente, je vais appeler cette profondeur apparente A, pour apparent, ici. Et donc, je peux former ici un nouveau triangle. Le triangle que je vais former, le triangle rectangle, va être formé de la profondeur apparente, de la surface ici, donc la surface là, entre la normale et la profondeur apparente. Donc, on a ici aussi la distance, si vous voulez, la base là, de ce triangle-là. Et également, je connais l'angle qui est ici dans ce triangle-là, puisqu'il est opposé par le sommet à l'angle de 55,01. Donc, je peux trouver là facilement la valeur de la position apparente, la profondeur apparente de l'arrêt ici. Et une fois de plus, par rapport à l'angle que je connais, 55,01, donc je cherche ici le côté opposé, je connais le côté adjacent, je vais, une fois de plus, utiliser le rapport tangente. Donc c'est parti. Tangente de 55,01 est égale, donc côté opposé, donc c'est la profondeur apparente que je cherche, divisé par le côté adjacent de 1,13 que je connais. Donc, si je veux calculer là, la valeur de A, je dois faire un produit croisé une fois de plus. Donc, je vais faire 1,13 fois tan de 55,01 divisé par 1. Donc, ça équivaudra à 1,13 fois tan de 55,01. Et si vous faites ce calcul, vous devriez obtenir ici la profondeur apparente de l'arrêt. Et je vous calcule ça ici rapidement pour valider votre réponse. Et ça donne donc environ 1,61 mètres. Cette valeur est plus petite que 2,36. Donc, en somme, on est satisfait, évidemment, de notre réponse. Donc, on a dit si la profondeur était de 2,36, n'est-ce pas? Voilà. 2,36 mètres. Donc, encore une fois, afin de récapituler, je vais simplement faire un code de couleur pour associer les réponses. La première chose qu'on a faite, c'est de calculer un angle ici dans un triangle, donc formé de la hauteur de l'observatrice et de la distance entre l'observatrice et le point là, de réfraction, si vous voulez, du rayon dans l'eau. Ensuite, on a pu calculer le complémentaire de cet angle-là, qui est l'angle d'incidence, ce qui nous a permis, en deuxième lieu, de calculer l'angle de réfraction, donc le 25,54, donc qui était l'angle ici. Avec cet angle, on a pu former un triangle rectangle dans lequel on connaissait la base de 1,13, et par rapport à ce triangle-là, on cherchait la hauteur, donc la profondeur véritable de l'étang ou de l'arrêt, donc 2,36 mètres. Et pour conclure, donc, avec le triangle qui représentait donc la profondeur apparente, on avait également l'angle de 55,01 qui était opposé par le sommet. Donc, encore une fois, avec le rapport trigonométrique tangente, on a pu trouver donc la dernière réponse qui était la profondeur apparente de l'arrêt, donc 1,61. Voilà. Voilà le topo pour les 3 étapes ici de calcul, les 4 étapes de calcul, pardon. Et passons maintenant à la question 4 pour conclure donc cette correction du test de révision. Donc, une fois de plus, comme au numéro 1, j'ai fait ici 2 exemples de ce que vous auriez pu obtenir comme situation, étant donné que les questions étaient générées aléatoirement. Donc, vous auriez pu avoir des variations sur le même thème. Donc, on a ici, dans le fond, un rayon qui arrive sur une surface. On va y aller avec la première situation. Donc, le rayon ici arrive avec un angle de 65 degrés par rapport à la surface. Évidemment, la première chose qu'on veut faire, et ça, c'est très important, c'est un piège ici, c'est de représenter, dans le fond, le rayon avec plutôt l'angle du rayon par rapport à la normale. Et l'angle par rapport à la normale n'est pas de 65 degrés. Donc, il faut calculer le complémentaire. Donc, le complémentaire de 65 degrés, donc 90 moins 65, ça vous fait un angle de 25 degrés. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec ce rayon-là? Ben écoutez, ici, on a peut-être l'opportunité de faire un calcul pour prévoir un petit peu là, la suite des choses.
Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'on passe d'un milieu plus réfringent, donc vers un milieu moins réfringent. Donc, dans la première ou la deuxième situation, c'est la même chose. Donc ici, milieu 1, 2,25, l'indice de réfraction, vers un milieu 2, 1,11. Donc, on sait que le rayon donc, peut ressortir, s'éloigner de la normale, ou subir une réflexion totale interne. Et pour ça, ce qu'on doit faire, c'est de valider avec l'angle de réfraction. Pardon, pas l'angle de réfraction, l'angle critique. Donc, je vais faire ça tout de suite ici. Donc, valider l'angle critique à l'aide de la formule, donc sin θ c, pardon, θ c est égal à sin moins 1 de n2 sur n1. Et donc, si je calcule dans le cas du premier exemple, donc n2 c'était 2,25 divisé par n1, pardon, j'ai inversé ici, excusez-moi, je recommence. Donc, je pars du milieu 1 qui était 2,25 au dénominateur, et au numérateur, c'est milieu 1, milieu 2, pardon, donc 1,11. Et donc, si vous faites le calcul ici au niveau de l'angle critique, ce que ça devrait vous donner, donc environ, c'est une valeur de donc 29,56 environ degrés, donc l'angle critique 29,56. Et donc, ici, j'ai calculé l'angle d'incidence dans notre situation qui était de 25. Donc, l'angle d'incidence est plus petit que l'angle critique. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura réfraction. Donc, je peux calculer ici l'angle de réfraction avec la loi de Snell Descartes. Donc, je peux faire le calcul ici. J'aurais pu commencer par faire ici le calcul avec la loi de Snell-Descartes, mais peut-être aurions-nous eu ici un problème avec notre loi de Snell-Descartes s'il y avait eu réflexion totale interne. La loi de Snell-Descartes n'aurait rien donné, ça nous aurait donné erreur. Donc, j'ai préféré valider d'abord l'angle critique au lieu de faire ce calcul-là. Mais maintenant qu'on sait que l'angle d'incidence est plus petit que l'angle critique, on sait que le rayon va sortir, va s'éloigner de la normale, donc on va calculer avec quel angle il va ressortir ici dans le milieu 2. Et on va faire ça donc avec la loi de Snell-Descartes. Donc ça fait plusieurs fois qu'on l'utilise dans le cadre de ce petit test. Je vais mettre ici une ligne simplement pour séparer mes étapes. Voilà. Super. Donc, on est dans le milieu 1, indice de réfraction 2,25 fois sinus de θ1 qui est 25 degrés. Donc, N2, milieu extérieur 1,11 fois sin θ2, et je cherche θ2. Donc, pour trouver θ2, je devrais faire sin moins 1 de 2,25 fois sinus de 25 divisé par 1,11. Et si je fais cette chose-là, donc vous obtiendrez ici un angle de réfraction, je vous calcule ça à l'instant, de 58,94 degrés. Et nous devrions être très satisfaits de cette réponse. Pourquoi? Puisque c'est un angle qui s'éloigne de la normale, donc le rayon va être plus éloigné de la normale. Ici, là, j'y vais très approximativement. Pas besoin d'être précis ici, là, c'est simplement pour représenter grossièrement l'angle du rayon qui s'éloigne de la normale. Donc, voilà. Donc, on a terminé ici ce qu'on devait faire là, pour cet exemple-là. Je vais vous montrer ce que vous auriez pu obtenir dans une autre situation. Donc, voici, dans cette deuxième situation, j'ai tracé ici la normale déjà à l'avance. Évidemment, l'angle de 41, ce n'est pas l'angle d'incidence, c'est donc par rapport à la surface. L'angle d'incidence, c'est celui donc par rapport à la normale, c'est le complément de 41, donc qui donne 49 degrés. Et donc, dans ce cas-ci, encore une fois, peut-être avant de faire quelconque calcul, l'idée, ce serait de valider si l'angle de 49 degrés dépasse l'angle critique. Donc, revalidons pour ce deuxième exemple ici, sin moins 1, n2 sur n1. Et donc, dans ce cas-ci, n2, le milieu extérieur, 1,18, n1, milieu intérieur, 2,33. Et donc, si vous faites le calcul ici pour θc, donc vous obtenez dans ce cas-là, je vous calcule ça à l'instant, 1,18 divisé par 2,33, donc c'est moins tout ça, ça fait 30,43 environ, donc l'angle critique.
Et ici, bien évidemment, 49 degrés, c'est supérieur à 30,43. Dès lors, puisque θi est supérieur à θc, nous savons qu'il y aura réflexion totale interne. Et on peut le représenter ici grossièrement. Donc, le rayon va repartir donc avec un angle d'environ 49 degrés par rapport à la normale. Voilà. Et on sait qu'il y aura bel et bien réflexion totale interne. Donc voilà, ça complète ici la correction du test de révision. Donc, ce sont toutes des questions là, extrêmement intéressantes et pertinentes afin là, de bien comprendre, bien valider là, le phénomène de réfraction. Question qui, bien sûr, s'apparente à ce que vous pourriez avoir dans une évaluation sur ces sujets-là. Donc voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles. Je vous souhaite bonne étude et on se dit à la prochaine.